Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron. Et aujourd'hui, Espoir FM vous propose une émission spéciale pour les 20 ans de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Vous écouterez l'échange entre les adhérents du GEM Arc-en-Ciel de Marmande et les élus du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. Mais tout de suite, ouvrons le micro au directeur de la MDPH 47, Thierry Fabre. Je suis aujourd'hui au conseil départemental de Lot-et-Garonne, à l'hôtel du département, avec Thierry Fabre, le directeur de la MDPH, parce que très prochainement, le samedi 6 juin, on célèbre les 20 ans de la maison départementale des personnes handicapées. Thierry Fabre, bonjour. Je vais vous laisser définir déjà la MDPH, tout simplement. Bonjour, bienvenue au conseil départemental et à la MDPH. Donc la MDPH créée depuis 20 ans, puisqu'on va fêter les 20 ans cette année. Donc une MDPH qui a pour mission donc, d'accompagner, d'accueillir des personnes en situation de handicap et leurs familles, d'évaluer leurs besoins et de répondre par des prestations ou des orientations en cohérence avec les besoins de ces personnes-là. Donc qui sont les publics de la MDPH? Ce sont les personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, des adultes, tout au long de leur vie? C'est ça, la MDPH intervient du plus jeune âge, à la naissance, je dirais, jusqu'au âge le plus avancé, avec des accompagnements sur les jeunes enfants, pour la scolarité, dans le cadre de l'inclusion scolaire, l'insertion professionnelle par la suite, et je dirais avec l'âge un petit peu avancé, notamment, plus particulièrement avec l'attribution de cartes mobilité inclusion, stationnement ou invalidité. Donc comment ça se passe? C'est la MDPH qui prend contact avec ces personnes, ou ce sont ces personnes qui vont à la MDPH pour commencer un petit peu le parcours? Alors globalement, c'est plutôt les personnes qui viennent vers nous, puisqu'elles pensent relever de notre MDPH et de relever d'une prestation ou d'une orientation. Mais il arrive parfois que des professionnels partenaires nous avisent d'une situation qui relèverait du champ du handicap et où la personne a des difficultés à venir. Donc nous allons vers la personne. Donc c'est ça aussi, la MDPH travaille en lien avec les différentes structures, les associations qui œuvrent justement pour le quotidien des personnes en situation de handicap. Bien sûr, la MDPH elle toute seule ne peut pas faire grand-chose, donc elle va chercher l'expertise dont elle ne dispose pas en interne, et elle va s'associer par voie de convention avec des associations ou des organismes institutionnels, pour compléter sa panoplie, je dirais, de compétences et de compétences surtout, et d'expertise. Voilà, expertise, conseil sur le travail, le logement, la vie quotidienne, l'éducation. Donc ça veut dire, ça fait une équipe de combien de personnes à la MDPH? Alors sur la MDPH, nous avons à peu près une quarantaine d'agents, métiers, avec une pléthore de métiers, assistante sociale, chargée d'accueil, agent administratif, ergothérapeute, psychologue, infirmier, voilà, j'espère que j'ai oublié personne, et puis avec une quarantaine de personnes, et avec bien sûr les partenaires, enfin les professionnels des associations qui complètent cette équipe pluridisciplinaire, puisque c'est une équipe pluridisciplinaire qui a été créée avec la loi de 2005. Si on revient en arrière, donc la MDPH célèbre cette année ses 20 ans. Il y avait quoi avant ? Alors avant, il y avait deux instances, la COTOREP, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui orientait surtout vers des établissements spécialisés ou compétences sur de l'emploi. Et il y avait le pendant, je dirais, sur le versant enfant, avec la Commission départementale d'éducation spéciale. Il y avait deux instances, il n'y avait pas d'unité comme nous avons aujourd'hui avec le guichet unique de la MDPH, depuis 2006. Donc cette MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, a été créée. Quelle a été l'évolution en ces 20 années ?
Alors sur l'évolution, il y a eu des évolutions quantitatives puisque nous avons de plus en plus de personnes qui viennent à notre porte, je dirais, à notre guichet. Et puis il y a eu aussi des évolutions qualitatives, c'est sur celle-là qu'il faut plus se pencher, avec un accompagnement plus qualitatif, plus dans la régularité des personnes, un accueil beaucoup plus chaleureux, je dirais aussi, et puis qui se mesure aussi avec la mesure de satisfaction des usagers. Voilà, des avancées assez significatives aussi en matière d'évaluation puisque nous avons une équipe pluridisciplinaire avec les métiers dont je vous ai cités tout à l'heure et avec les partenaires qui viennent intervenir aussi aux équipes d'évaluation et des référentiels aussi d'évaluation pour être un petit peu techniques qui ont évolué dans le temps en fonction des besoins des personnes en situation de handicap. On a fait un peu l'histoire de la MDPH. 20 ans, ça reste jeune. Il y a encore beaucoup de perspectives d'avenir. Oui, effectivement, 20 ans, c'est l'adolescence un peu passée, la majorité à peine acquise. Et nous avons beaucoup de perspectives avec l'évolution des politiques nationales handicap qui évoluent notamment à court terme sur l'insertion professionnelle et sur l'inclusion scolaire. Oui, donc encore beaucoup de choses. Alors, ces 20 ans, justement, ils seront célébrés le samedi 6 juin à l'hôtel du département. Quel est l'objectif de cette fête, si on peut dire ? Ce sera une fête. C'est ça, tout à fait. Oui, j'espère que ce sera une fête avec du beau temps, il faut espérer. L'objectif, bien évidemment, c'est de valoriser l'investissement de tous les professionnels de la MDPH et tous les partenaires depuis l'instauration de la MDPH, depuis 20 ans. Et c'est aussi de faire connaître, d'avoir un vivre ensemble aussi avec les familles, les personnes, et même celles qui ne sont pas concernées par le handicap pour venir voir comment ça se passe à la MDPH. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le 6 juin à l'hôtel du département ? Alors, le 6 juin, déjà, il y a une trentaine de partenaires qui vont tenir des stands, je dirais, physiques, avec des stands d'information et quelques activités sportives, culturelles, théâtre, clown en route, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, sur toute la semaine aussi, il y aura la présentation de deux films, donc un de Philippe Croison, l'éducation nationale qui va organiser des temps aussi avec des enfants en situation de handicap sur plusieurs territoires du Lot-et-Garonne et nous avons une manifestation à la MDPH sur l'insertion professionnelle avec Cap Emploi. Et donc bien sûr, on l'a dit, ça sera un moment de fête, donc il y aura aussi de la musique, des spectacles où tout le monde est le bienvenu. La différence bien sûr est la bienvenue aussi, mais l'objectif c'est de se retrouver tous ensemble. C'est ça, surtout d'accepter la différence et de vivre ensemble, tout à fait. Pour donc ce 6 juin, si on veut avoir plus d'informations, vous savez, on le retrouve sur le site internet du département de la MDPH. C'est ça, vous allez le retrouver sur le site internet du conseil départemental puisque nous sommes appuyés par les services du conseil départemental. Eh bien, très bien, donc on invite nos auditeurs à venir à l'hôtel du département ce samedi 6 juin à partir de 10h et jusqu'à 18h pour célébrer la maison départementale des personnes handicapées. Ce sont les 20 ans. Et puis bien sûr sur Espoir FM, on n'a pas fini d'en parler. Aujourd'hui, cette rencontre a été enregistrée sur Espoir FM, donc on pourra l'écouter très prochainement dans son intégralité. En tout cas, merci beaucoup Thierry Fabre. Donc je le rappelle, vous êtes le directeur de la MDPH. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit mot, inviter nos auditeurs à venir ? Oui, je les invite à venir nombreux visiter la MDPH et puis surtout visualiser tout ce que les partenaires vont pouvoir proposer sur leur stand et aussi participer aux diverses manifestations organisées ce jour-là. Merci à vous. Merci. Écoutons maintenant l'échange entre les représentants du conseil départemental, de la préfecture et de la MDPH, ainsi que les adhérents de la maison Arc-en-Ciel de Marmande, le groupe d'entraide mutuelle où les malades psychiques s'organisent pour un quotidien plus riche. C'est Alain qui prend le micro et vous allez entendre les réponses de Christine Gonzato-Roch, vice-présidente du département en charge du développement social, de l'insertion et de l'habitat. Tout de suite, c'est Sophie Bordery, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, qui répond donc aux questions d'Alain. Alors, première question, pourquoi avoir changé l'appellation de Cotorep en MDPH ?
C'est justement à la suite de la loi du 11 février 2005, puisqu'avant 2005, il y avait effectivement la Cotorep et une autre structure qui accompagnait les personnes en situation de handicap. Et l'idée de la loi du 11 février 2005, c'était effectivement de créer un guichet unique pour accompagner, d'abord accueillir, accompagner, orienter et soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles dans leur projet, dans leur parcours de vie. D'où le fait que la Cotorep est disparue et que maintenant c'est essentiellement la maison départementale pour les personnes en situation de handicap qui accompagne les personnes en situation de handicap. C'est à ce moment-là que la Cotorep et il y avait aussi le CDES qui était une commission qui était sous l'autorité de l'État et qui accompagnait les personnes en situation de handicap. Vous pouvez préciser les missions et les rôles de la MDPH ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est des rôles. D'abord, on intervient sur toutes les personnes en situation de handicap, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Ça veut dire qu'on travaille avec des partenaires, on travaille avec l'Éducation nationale, on travaille avec des établissements médico-sociaux, on travaille aussi maintenant avec France Travail, donc avec de nombreuses structures pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie. Je voudrais bien rajouter quelque chose en disant qu'il y a quasiment 10% de la population du Lot-et-Garonne qui a un droit ouvert à la MDPH. Ça veut dire que dans ces 10% de personnes, il y a des enfants, il y a des jeunes ados, il y a des gens adultes et il y a des personnes vieillissantes. Donc, on a cette mission de répondre à leurs besoins qui sont avant tout des besoins de droit commun. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin d'aller à l'école, a besoin de jouer, a besoin de faire du sport, a besoin de loisirs, a besoin de soins. Un jeune ado, il a besoin d'avoir une vie affective, d'avoir un accès à l'autonomie, de pouvoir habiter dans un endroit qui lui convient ou de vivre dans un endroit qui lui convient, que ce soit dans sa famille ou ailleurs. Et il a aussi besoin d'apprendre un métier, peut-être, en tout cas, d'avoir des perspectives dans sa vie d'adulte. Et quand on est adulte, on a besoin aussi de subvenir à ses moyens et d'avoir une vie satisfaisante. Donc la MDPH, dans tous ces moments de la vie de la personne, essaie de répondre de la façon la plus adaptée, en lien. Et on le voit aujourd'hui, quand vous êtes présenté, on voit un peu toutes les facettes de la vie d'un homme ou d'une femme, de la petite enfance jusqu'à la vieillesse. Et c'est là aussi où il faut qu'on réponde. Comme vient de le dire Christine, effectivement, donc la MDPH, elle informe, elle écoute, elle évalue les besoins et elle oriente et accompagne les usagers tout au long de leur parcours de vie. Donc, d'où le partenariat, pour peut-être être un peu plus précise, avec dans différents domaines, que ce soit la scolarité, comme l'a dit Christine, l'emploi et l'insertion professionnelle, l'autonomie, l'aide et les prestations, l'orientation vers des établissements ou services médico-sociaux. Ça veut dire que la MDPH, aujourd'hui, elle s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire, mais qui travaille aussi avec différentes structures, que ce soit des associations, des établissements médico-sociaux, l'Éducation nationale, des professionnels de santé, pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Le nombre de personnes en situation de handicap, c'est 9,4% de la population du Lot-et-Garonne, donc quasiment 10%, et c'est plus de 31 000 personnes à peu près qui sont concernées par une situation de handicap. Juliette, la question suivante. La MDPH peut-elle orienter vers des ESAT ? Alors, concernant l'orientation vers les ESAT, oui, bien entendu. La MDPH travaille avec les ESAT et elle oriente effectivement les personnes vers ces structures-là pour les accompagner vers l'emploi. Mais avant, il y a effectivement une évaluation de l'employabilité de la personne pour savoir quelle est la structure la plus adaptée pour l'accompagner vers l'emploi. Écoutons maintenant la réponse de Didier Geneteau, le directeur de France Travail Lot-et-Garonne, sur la question du lien entre la MDPH et les ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail, suivi d'Alain Picard, conseiller départemental délégué aux personnes handicapées, et de Dalila Zan, sous-préfète de l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'aujourd'hui, justement, un des premiers enjeux, c'est déjà de faire reconnaître et identifier le handicap, parce que du coup, et ça c'est une des raisons pour lesquelles on travaille de concert et en partenariat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes
qui peuvent relever d'une situation de handicap, qui peuvent demander une RQTH et qui ne le font pas par peur parfois du regard des publics. Et aujourd'hui, une de nos missions, c'est justement de faire en sorte que, dans le cadre de l'accès à l'ensemble des droits, et c'est une des missions de la loi sur le plein emploi, en fait, on accompagne aussi les personnes vers le fait de faire reconnaître leur handicap. Donc ça, c'est une dimension sur laquelle on travaille, et derrière cette dimension-là, c'est l'ensemble du réseau partenarial, Cap Emploi, la MDPH, le conseil départemental, qui vise justement à aussi travailler d'un côté sur les personnes pour qu'elles fassent reconnaître leur handicap, et travailler avec les entreprises pour que du coup aussi elles fassent reconnaître aussi parfois leur capacité à embaucher des travailleurs handicapés. Et ça, c'est une dimension sur laquelle derrière, c'est l'ensemble du réseau partenarial qui doit travailler et œuvrer là-dessus. Pour compléter ce que dit monsieur le directeur de France Travail, vous avez 3298 personnes reconnues handicapées et en recherche d'emploi sur 28 000 demandeurs d'emploi en 47. Donc c'est vraiment très important. Il est difficile d'avoir le nombre de travailleurs handicapés dans l'emploi car toutes ces personnes ne font pas valoir auprès de leur employeur leur reconnaissance de travailleurs handicapés RQTH aussi. Et donc effectivement, le travail est important pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Et il faut sensibiliser les entreprises à l'accueil des personnes en situation de handicap, et normalement ça ne devrait pas être un sujet, mais vous savez tous mieux que moi que c'en est un. Et ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est que dans le Lot-et-Garonne, on a des entreprises qui sont sensibilisées, et France Travail a récemment remis des prix à certains entrepreneurs qui ont accueilli des personnes en situation de handicap. Et donc je voulais souligner cette initiative parce que quand on discute avec ces chefs d'entreprise, eh bien lorsqu'ils sont bien accompagnés et lorsqu'on forme et qu'on sensibilise, y compris les autres salariés, eh bien ça marche. Et pour plusieurs situations de personnes en situation de handicap, notamment dans le Villeneuvois, puisque les entreprises primées par France Travail se trouvaient dans le Villeneuvois, eh bien on s'aperçoit que ça marche et que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour la personne en situation de handicap de se retrouver dans une situation sociale avec des contacts directs avec des clients de ces entreprises, avec des collègues, avec aussi une rémunération. Quand on sait le montant de l'allocation d'adulte handicapé, quand on peut la compléter avec d'autres revenus, c'est toujours intéressant. Et puis des chefs d'entreprise qui adaptent le poste de travail. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de venir dire, alors même qu'elles ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, qu'elles l'ont en se disant que ça peut être une discrimination. Et on sait tous que ça peut être une discrimination à l'emploi, même si c'est interdit par la loi. Et donc là, c'était vraiment des chefs d'entreprise qui ont été accompagnés avec des situations qui pouvaient être complexes, mais qui sont révélées gagnantes. Et les entrepreneurs avec qui j'ai discuté étaient ravis de ces recrutements. Donc, il faut tous qu'on travaille collectivement. Le jour où on dira qu'on ne met plus de frein à rien, et il n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, dans le Lot-et-Garonne, il y a de très belles initiatives et je tenais à le souligner. Et France Travail a voulu les mettre en lumière et je trouve que c'est très bien. Sur quels critères la MDPH accorde-t-elle des auxiliaires de vie? Peut-elle accorder des auxiliaires de vie? Alors, comme on le dit depuis le début de ces échanges, la MDPH, elle évalue les besoins des personnes qui sont en situation de handicap, notamment par rapport aux auxiliaires de vie, sur les actes essentiels de la vie, que ce soit la toilette, la restauration, voir quel est le degré d'autonomie de la personne en situation de handicap. Elle s'appuie aussi sur des avis médicaux et en fonction de l'évaluation qui est faite, il y a un certain nombre d'heures qui peuvent être accordées d'auxiliaires de vie pour accompagner au mieux et répondre aux besoins de façon la plus précise possible aux besoins de la personne qui est en situation de handicap. Est-ce que ça fonctionne comme les grilles GIR pour les personnes d'un certain âge qui sont à domicile? En tout cas, il y a des critères. Alors, c'est pas des GIR, mais là, peut-être que Monsieur Fabre, le directeur de la MDPH, parce que là, c'est une question plus technique, peut répondre. Alors, c'est peut-être un peu plus complexe que la grille à GIR de l'APA, puisque c'est sur comme disait la présidente, sur les actes essentiels de la vie courante, c'est alimentation, élimination, habillage, toilette, transfert. On mesure en fait le degré d'incapacité dans ces actes-là, et en fonction du degré d'incapacité retenue sur ces axes-là, par rapport au guide réglementaire, on accorde un temps imparti pour la toilette, une demi-heure pour la toilette, une demi-heure pour le déplacement, un quart d'heure pour l'habillage, et on accorde le nombre d'heures d'auxiliaire de vie correspondant pour couvrir la totalité des besoins de la personne. La décision ou l'évaluation n'est pas figée, elle peut évoluer tant à la hausse que la personne récupère. On peut réduire aussi le nombre d'heures, c'est rare, mais ça évolue. Donc une question qui s'adresse à tout le monde, bien sûr. La MDPH a un rôle de soutien.
comment peut-elle apporter une aide spécifique dans la recherche d'emploi, de logement et de mieux-être? Parce que il y a un côté culturel important dans le soin de la personnalité et souvent on le met à deux côtés parce que ça coûte trop cher. Je pense que parmi les soins que l'on peut apporter à la personne, l'art, tout ce qui est culturel peut jouer un bon rôle pour le soutien de la personne et sa remise en santé. Merci. Alors là, je vais faire un petit pas de côté en vous parlant de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. C'est une structure où participe l'agence régionale de santé, où participent des assureurs, la mutualité et le département, avec un financement important de l'État, de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Et chaque année, dans cette conférence des financeurs, on a des fonds, un montant qui est dédié pour prévenir donc la perte d'autonomie. Et là, on accompagne souvent des associations, mais ça peut être aussi des structures comme des EHPAD, qui proposent des activités. Alors, il y a des activités culturelles, il y a des activités donc de théâtre, d'art-thérapie, de création de textes, de chants, des activités sportives et de l'inclusion numérique. Il y a plein de projets qui, si collectivement ils sont jugés pouvoir amener du mieux-être et du confort et du lien social, créer du lien social aussi avec les personnes porteuses de handicap, eh bien elles sont soutenues financièrement et certaines sur des contrats pluriannuels, donc avec un peu de visibilité pour pouvoir porter des projets à plus long terme. Donc ça, c'est une façon de soutenir cet aspect de la vie qui est majeur. Vous le dites, la culture, le loisir, on n'est pas que à vouloir avoir de l'accès aux soins, on a aussi besoin de choses qui font du bien et qui divertissent au quotidien. Dans ma question, il y avait aussi le logement, c'est important, le logement pour les personnes handicapées. Alors sur le logement, la MDPH, elle n'intervient pas directement sur la recherche du logement. Par contre, au niveau par exemple d'un bailleur social, elle ne va pas faire la recherche pour la personne qui est en situation de handicap. Par contre, elle va, pour certains profils, s'inquiéter de l'aménagement du logement pour qu'il soit le plus adapté possible à la personne en fonction du handicap qu'il porte. C'est en ce sens-là que l'on accompagne pour le logement. C'est que ce soit un logement qui soit adapté au handicap de la personne concernée. Mais pour revenir sur l'importance de l'accès à la culture, je crois que le GEM auquel vous participez s'emploie, en tout cas pas quasi quotidiennement, mais à ce que vous soyez impliqués dans plein d'événements culturels. Bon, là, vous intervenez essentiellement sur le Marmandais, mais je sais que vous participez à plein de manifestations culturelles. Vous avez même participé au film Les Fêlés. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. En tout cas, vous avez été des acteurs de ce film qui a eu un grand succès. Donc, c'est aussi une façon de travailler sur l'inclusion et de vous faire participer à ce qu'est la culture au sens large. Moi, j'ai encore une question. J'ai plusieurs questions, mais celle-là, je la pose. Quel bilan dressez-vous de votre action au service de la MDPH au bénéfice des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous avez des courbes que vous faites, des dossiers que vous évaluez tout le temps si la réponse est adaptée? Les statistiques? Alors, je ne sais pas si on peut parler en termes de statistiques. En tout cas, ce qu'il me semble, c'est que depuis la loi de 2005, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est perfectible, il me semble que le bilan est plutôt favorable depuis la création de ces maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. Il y a plus de proximité du fait du guichet unique. Après, peut-être que certaines associations pourraient intervenir parce que souvent, on le sait, au regard des notifications qui sont faites de la part des équipes
l'équipe de la MDPH. Parfois, il n'y a pas de réponse à la notification et donc on peut entendre que des familles qui attendent une solution pour leur enfant, si je veux prendre cet exemple, finalement, il n'y a pas de solution, en tout cas qui répondent de façon rapide à la situation. Donc oui, évidemment que la prise en compte, la considération, l'accompagnement des personnes en situation de handicap a évolué et elle est aujourd'hui, tout le travail qui est fait sur l'inclusion, notamment des plus jeunes, il n'y a pas de représentant ce matin, je crois, de l'éducation nationale. Si. Ah pardon, excusez-moi, mais peut-être que vous pouvez intervenir notamment sur ce sujet-là. Il y a quand même il me semble qu'il y a évidemment que tout n'est pas parfait. Loin de là, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment sur l'inclusion et sur l'accompagnement, sur le manque de place dans un certain nombre d'établissements qui font que il y a des familles qui se retrouvent en grande difficulté aujourd'hui parce que c'est compliqué de s'occuper de personnes proches, enfin de la famille qui sont en situation de handicap. Mais il me semble quand même que depuis la création des MDPH, la considération des personnes en situation de handicap est reconnue en tout cas. Est-ce que vous voulez, pour l'éducation nationale, peut-être dire un mot ou pas? Oui. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au-delà de la statistique, en fait, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, la MDPH joue vraiment ce rôle de nœud central et d'ensemblier de tous les acteurs qui vont intervenir en complément de l'offre de service. Vous parliez d'emploi, vous parliez de logement, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que le positionnement fait que derrière, on a des structures qui sont spécialisées. Nous, on est spécialisés sur l'emploi. Cap Emploi, ils sont spécialisés aussi sur l'accompagnement des travailleurs handicapés, sur le maintien dans l'emploi. Et en fait, le rôle de nœud central, c'est de venir piocher dans les acteurs spécialistes en fait et de rajouter une dimension spécifique et dédiée à l'accompagnement des personnes handicapées. Ce qui fait que du coup, et c'est une force du département du Lot-et-Garonne, c'est aussi cette capacité à travailler en partenariat et du coup d'avoir un acteur central qui est fédérateur, c'est un élément clé pour l'ensemble en fait des bénéficiaires, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et ceci, on l'a vu, vous parliez d'accès au logement tout à l'heure, on a vu dans l'envie et le besoin d'avoir un habitat autonome. La MDPH a bougé un peu, a évolué, a bougé ses murs, on peut dire comme ça, en termes d'habitat inclusif, puisque avec l'accord des personnes, sur de la négociation, avec un portage associatif, avec des services d'aide à domicile spécialisés, mais il y a aujourd'hui des habitats inclusifs avec des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs porteurs de handicap qui partagent des petits lieux de vie où ils sont eux-mêmes locataires, c'est-à-dire qu'ils vont mobiliser des aides de la CAF, ils vont avoir accès à un service d'aide à domicile, ils vont avoir une vie collective qui est basée sur leur autodétermination. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans quand même que cet élément-là, il devient de plus en plus prégnant. C'est-à-dire comment les personnes avec des vulnérabilités sont des personnes capables de dire ce dont elles ont envie, ce qu'elles peuvent faire, quelles sont leurs limites, comme tout un chacun. Et cette autodétermination, elle est importante dans les choix de vie. Et il est important que les institutions en prennent la mesure aussi pour laisser cette parole libre et donc des actions en lien. Et je voudrais souligner l'importance des différentes associations, certaines sont présentes ici, qui font aussi bouger les lignes, qui nous obligent aussi à nous adapter au mieux pour répondre toujours pareil aux besoins des personnes en situation de handicap. J'en veux pour preuve sur en tout cas la volonté de la majorité départementale de travailler en tant que collectivité sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc on est aux prémices, mais aujourd'hui il y a une jeune fille qui a été embauchée, avec qui nous avons signé un contrat au sein d'un collège, pour le citer, c'est à Montflanquin, qui travaille à la restauration. Donc je crois que les collectivités aussi doivent jouer ce rôle-là. Madame la sous-préfète l'a souligné tout à l'heure, il y a de nombreuses entreprises sur le département qui jouent le jeu, excusez-moi, entre guillemets, d'employer des personnes en situation de handicap, mais aussi en tant que collectivité, nous devons aussi jouer notre rôle. Donc, je crois qu'avant, je ne dis pas qu'avant 2005, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, il y a en tout cas cette volonté et cette prise de conscience de l'ensemble des acteurs du territoire de travailler sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne.
Continuons ce Découverte Magazine. Pour rappel, nous vous proposons aujourd'hui d'écouter une conférence de presse pas comme les autres. En effet, pour présenter à la presse la journée anniversaire du samedi 6 juin à l'hôtel du département pour les 20 ans de la MDPH, ce sont les adhérents du GEM Arc-en-Ciel de Marmande qui ont posé les questions aux élus façon rencontre du papotin. On écoute donc maintenant Thierry Fabre, le directeur de la MDPH, répondre à la question d'Alain sur les tutelles. Oui, est-ce que la MDPH intervient dans la mise en place de mesures de tutelle ou de curatelle ? Monsieur Fabre, est-ce que vous... oui. Non, directement, la MDPH n'a pas compétence pour mettre en place une mesure de tutelle, mais indirectement, par des évaluations sur le terrain auprès de personnes. Lorsqu'on voit qu'une personne n'a plus toutes ses capacités et devient vulnérable, on peut lui préconiser ou on peut aussi exercer un signalement auprès du procureur de la République. On est bien obligé de passer par là. Depuis 20 ans, la question des allocations aux personnes en situation de handicap est essentielle pour le quotidien. Comment peut-on être certain de la pérennisation de ces aides ? C'est une question difficile, donc réfléchissez avant de répondre. Ça vaut engagement, oui, comme me dit Christine. Mais, alors, la pérennisation d'aides spécifiques, la pérennisation, elle est pas automatique, sauf pour certains handicaps où on sait que le soutien va être tout le long de la vie. Mais, et tant mieux, il y a des situations particulières qui évoluent et qui peuvent avoir pour conséquence que le soutien au travers d'allocations peut être revu à la baisse. Mais il faut plutôt le voir, moi je le vois plutôt d'un aspect positif. Ça veut dire que la situation, elle a évolué favorablement. Donc il y a effectivement des situations, alors vous me complétez peut-être Monsieur Fabre, des situations qui font que de toute façon, on le sait, l'accompagnement sera fait tout le long de la vie de la personne en situation de handicap, mais parfois ça peut effectivement évoluer. Nous accordons de plus en plus de droits sans limitation de durée, d'où la pérennisation de certaines prestations pour les situations, malheureusement, je dirais, qui sont irréversibles. Par contre, il y a des situations, je pense à des maladies, des cancers, pour les citer, où des personnes ne peuvent exercer une activité professionnelle, sont dans une rupture de parcours. Ponctuellement, elles relèvent de la MDPH parce qu'elles n'ont plus de ressources, elles peuvent bénéficier d'une allocation adulte handicapé, pour être dans le concret, et puis recouvrer après l'autonomie, être dans la rémission et repartir sur un parcours classique. Certaines aides ne sont pas accordées à vie. Le handicap psychique est difficile à évaluer. Les aidants et les soignants ont parfois des difficultés à le faire. Comment peut-on évaluer l'adéquation des ressources aux besoins ? Merci. C'est chaud, ouais. Non, mais vous pouvez... On ne sait pas pourquoi. L'équation déjà. C'est difficile, cette question. Qui c'est qui l'a écrit ? Je n'étais pas là. Bravo. C'est Xavier. Je regrette de ne pas avoir été là. C'est difficile de répondre à cette question. Après, tout est mis en œuvre pour répondre le mieux possible. Après, comme je l'ai dit, on est les intervenants qui évaluent la situation. C'est aussi des hommes et des femmes qui ont une sensibilité. Il peut y avoir aussi, en tout cas, ce sont des professionnels et on peut imaginer qu'en plus il y a quand même des procédures particulières, des critères comme l'a rappelé le directeur de la MDPH, qui font qu'on essaie de répondre au mieux à la situation. Après, il peut y avoir des loupés. Et je pense que la MDPH est aussi en capacité de revoir aussi des évaluations quand on a des retours qui sont pas favorables. La MDPH, les travailleurs sociaux ou les médecins qui travaillent au sein de cette structure sont en capacité de revoir l'évaluation si on voit qu'elle n'est pas adaptée à la situation. L'UNAFAM fait partie aussi des interlocuteurs privilégiés. Tout à fait. Les familles sont en première ligne pour justement appuyer ou seconder les efforts du public. Il ne faut pas oublier l'UNAFAM. Non, mais c'est un partenaire essentiel. La MDPH est accompagnée par l'UNAFAM oui, en termes de structure, effectivement, c'est une structure qui est essentielle au niveau du département. Alors, le handicap psychique
relève depuis le 1er janvier 2023 du champ de compétences de la prestation de compensation du handicap. C'est important à retenir aussi, parce qu'avant et après, quoi. Ce qu'on peut rajouter quand même, c'est qu'avant qu'il y ait une reconnaissance en fait officielle, il faut souvent parfois qu'il y ait des reconnaissances par l'individu lui-même, qu'il y ait un besoin d'accompagnement. Et simplement, comme vous appartenez au GEM Arc-en-Ciel, moi je veux saluer aussi l'initiative via une structure que monte le GEM Arc-en-Ciel qui s'appelle Émergence Emploi, avec lequel on collabore, qui fait que sur des demandeurs d'emploi sur lesquels derrière il peut y avoir pour parfois en fait des besoins d'accompagnement sur du soutien ou de la reconnaissance psychiatrique, une première étape d'accompagnement par la structure qui est en train de se monter. Et je pense que c'est un vrai préalable parce que derrière, en fait, on parle de ce qui existe, mais cette dimension d'accès aux droits, de reconnaissance par l'individu, puis par ensuite l'ensemble des collectivités, c'est une dimension qui est extrêmement importante et sur lesquelles aujourd'hui, je parlais d'ensemblier tout à l'heure, mais c'est une véritable action collective qu'on peut avoir les uns et les autres. Je vais citer pour exemple en fait l'action du conseil départemental auprès des allocataires du RSA qui aujourd'hui accompagne beaucoup d'allocataires du RSA qui relèveraient d'une reconnaissance travailleur handicapé justement vers un parcours de reconnaissance et qui fait que ce qu'on note, alors là pour le coup c'est statistique, on a 4% d'augmentation des demandeurs d'emploi bénéficiaires d'une reconnaissance travailleur handicapé depuis un an sur le département, quand c'est 0,1% d'augmentation sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est essentiellement dû à cet accompagnement et cet accès aux droits des personnes, puisque du coup, une allocation handicapée est bien parfois plus intéressante, en tout cas qu'une reconnaissance RSA, et surtout beaucoup plus adaptée à la situation de la personne. Voilà. Et cette dimension-là, elle est quand même complètement importante parce que il y a le traitement, il y a l'accompagnement, il y a la reconnaissance et c'est un parcours complet, c'est un processus global. Et un très bon travail fait depuis une année ou deux, mais déjà avant, mais encore plus depuis une année ou deux entre France Travail et la CDRSA, qui est la commission départementale du RSA, qui porte beaucoup ses fruits. Donc quel bilan peut-on faire des MDPH après leur création? Les MDPH, c'est surtout notre MDPH. Ça se passe bien, j'ai entendu. Le bilan a l'air très positif. Donc, cette question, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? En tout cas, donc, elle est écrite, je vous la pose. Quel bilan? Enfin, le bilan, il est... Alors, c'est en termes de... Enfin, moi, en tout cas, je veux penser, je veux croire que les services rendus par la MDPH en Lot-et-Garonne sont à la hauteur de ce que l'on peut attendre. Ce qui est certain, et ça a été noté par certains d'entre nous, c'est que le nombre de bénéficiaires a augmenté parce que il y a une reconnaissance aussi de plus en plus forte des personnes en situation de handicap. Le représentant de France Travail vient d'en parler. Il y a effectivement des allocataires du RSA qui aujourd'hui peuvent prétendre plutôt à une allocation adulte handicapé plutôt que le RSA. Il faut savoir qu'entre 2022 et 2025, il y a une augmentation de 32%. Voilà. Donc ça veut bien dire, c'est pas qu'il y a plus de personnes en situation de handicap, ça veut dire que la reconnaissance, elle est davantage faite par les évaluations qui ont lieu. Qu'il y a moins de gêne et aussi une façon d'affirmer sans être gêné que cet accompagnement est nécessaire. Oui, je crois que mais c'est aussi le fruit du travail de la MDPH, mais aussi de toutes les structures, les associations qui sont présentes aujourd'hui, qui font aussi ce travail. Je pense aussi le travail partenarial qui est fait, bon, d'ailleurs avec France Travail, c'est une chose, mais aussi avec l'Éducation nationale. Je crois qu'aujourd'hui, la notion de handicap, elle est bien plus présente dans notamment les politiques publiques que nous pouvons nous mener au sein de notre collectivité, mais par d'autres structures, France Travail, et surtout, je le redis, les associations qui sont, pour certaines qui sont présentes ici aujourd'hui et qui font valoir aussi la nécessité de reconnaître les personnes en situation de handicap et travailler sur l'inclusion, mais au sens large. Xavier en parlait tout à l'heure, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès au travail, l'accès à tout ce que peut avoir accès une personne qui n'est justement pas en situation de handicap. Oui, d'où l'intérêt de cultiver ça de manière positive, en disant même que ça peut être un plus dans certaines entreprises, au lieu effectivement d'une situation par le passé où les gens se contentaient d'un RSA parce que justement c'était trop lourd à porter.
C'est ça. Juste pour dire effectivement que on a longtemps, pendant des décennies, essayé de cacher le handicap, de parler d'invisible. Les gens avaient des vulnérabilités liées au handicap, devaient toujours fournir plus d'efforts, et pour aller à l'école, et pour aller en formation, et pour trouver un appart, et pour trouver du travail, et pour y rester dans le travail. Et on se dit qu'aujourd'hui, le fait de porter individuellement, comme l'a dit le directeur de France Travail, reconnaître individuellement, mais porter collectivement aussi, finalement, ces vulnérabilités, qui quelquefois sont pas permanentes d'ailleurs, eh bien, ça devrait obliger la société, dans tous ces éléments constitutifs, de marcher à un rythme différent pour laisser la place justement à l'expression de vulnérabilité, et pas de devoir toujours demander aux mêmes de faire des efforts. Et on n'en serait que collectivement plus riche. Oui, c'était fatigant d'une part, et d'autre part, oui, ça peut certainement créer de la richesse s'il y a cet élan de solidarité dans la société. Oui. Et puis surtout, l'important, c'est aussi d'inverser une logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui peuvent bénéficier d'une RQTH et qui vont pas oser le dire à l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une démarche incitative qui fait que les entreprises... 6. C'est les entreprises de plus de 50 salariés doivent avoir au moins 6% de travailleurs handicapés, et qu'aujourd'hui, quand c'est pas le cas, les entreprises sont assujetties à une amende. L'objectif pour nous, c'est d'inverser cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on est en train de développer sur le département avec Cap Emploi en fait une plateforme, un écosystème qui sera fermé avec un label qui va s'appeler Handimatch, qui est en train de se développer et qui va permettre en fait, via le site francetravail.fr, de pouvoir mettre en relation des entreprises qui sont labellisées, c'est-à-dire qui ont affirmé le fait de dire moi je suis ouverte, je sais, je veux embaucher des travailleurs handicapés, et qui mettra en relation des demandeurs d'emploi qui sont eux-mêmes bénéficiaires d'une reconnaissance travailleur handicapé dans un écosystème qui sera un peu fermé. Ce qui fait que ça permet de pouvoir dépasser en fait le stade de est-ce que j'annonce, est-ce que je cache mon handicap à l'employeur dans le cadre de ma démarche de recherche d'emploi. Là, cette barrière-là, elle est levée directement, puisqu'en fait, on s'adresse à des employeurs qui ont manifesté et qui ont le label pour dire j'embauche des travailleurs handicapés, et en face, les gens qui n'ont aucune difficulté à dire je suis travailleur handicapé, voici la nature de mon handicap. Après, ce qu'on regarde, c'est la compatibilité du handicap avec la fonction visée, mais au moins toute cette barrière-là et cette première approche, elle est dépassée. Ça, c'est important. Et finalement intéressant pour l'employé et très gratifiant pour l'employeur aussi. Et si on revient sur le bilan de la MDPH, puisqu'on a dit qu'il y avait une forte hausse des demandes, on a aussi un délai moyen de traitement qui est de 2,7 mois, chiffre CNSA, Caisse nationale de solidarité et autonomie, bien en deçà du délai réglementaire de 4 mois. Donc ça aussi, plus de demandes et un délai de traitement qui est plus favorable. Et pour terminer cette émission et cette conférence de presse sur les 20 ans de la MDPH qu'on a souhaité vous partager, écoutons une adhérente du GEM Arc-en-Ciel de Marmande demander plus de détails sur la fête du samedi 6 juin à l'hôtel du département à Agen. Sophie Borderie, présidente du conseil départemental, et Christine Gonzato-Roch, l'élue en charge du développement social, de l'insertion et de l'habitat, prendront le micro pour répondre. J'ai une dernière question, si vous le voulez bien. Un petit blanc, un silence. C'est important, c'est pour respirer. À quoi s'attendre pour cet anniversaire ? Je suis curieuse. Alors d'abord, je voudrais rappeler que cet anniversaire, il est d'abord le fruit d'un travail partenarial qui se construit maintenant depuis plusieurs mois, en tout cas plusieurs semaines, avec l'ensemble des partenaires, dont certains sont ici présents. Donc le moment phare, ça va être effectivement le 6 juin, ici au conseil départemental, où de nombreux événements vont avoir lieu, donc notamment des ateliers de cirque, des spectacles, des initiations de danse, de la batucada, des démonstrations de sport adapté, de parcours fauteuil, d'animation, enfin plein de choses vont se faire ici au sein du département. Des visites aussi de la MDPH seront également proposées pour permettre au public de découvrir les missions du fonctionnement
stationnement. Il y aura la possibilité de manger le midi ici, puisqu'il y aura des food trucks qui seront présents. Mais il y a aussi d'autres animations qui sont prévues en amont, notamment au cinéma. Il y a un partenariat avec les montreurs d'images, le cinéma Le Rex à Tonnes, le Plaza à Marmande, avec 2 films qui seront diffusés. La première séance, je crois que c'est au montreur d'images à Agen. Il y a plusieurs séances, une l'après-midi en présence, je pense, ou du réalisateur ou de la personne, enfin je sais plus. Voilà, il y a un débat qui est organisé. Et puis, voilà, ça c'est le 3 juin. Pour le meilleur, sera projeté le jeudi 28 mai à 15h au montreur d'images, ainsi que le dimanche 31 mai à 16h15. Le 1er juin, c'est un lundi à 20h30. Et c'est donc le mercredi 3 juin à 20h15 où la séance sera suivie d'un échange et d'un débat. Et puis il y aura aussi l'autre film, c'est Olafrida, qui sera projeté le 27 mai à 15h et le 31 mai à 14h. Puis il y a aussi des séances, comme disait la présidente, au Rex, au Plaza de Marmande et à l'écran Livradé à Sainte-Livrade-sur-Lot. Il y a aussi des jeunes qui sont aussi accompagnés par la MDPH qui vont pouvoir participer au conseil départemental des jeunes pour clôturer leur édition. Donc voilà, il y a un certain nombre d'événements. Le moment phare, c'est le 6 juin, mais en amont, il y a aussi des tables rondes qui sont organisées, je crois, par Cap Emploi. Merci. Donc pour l'éducation nationale, vous parliez du 27 mai, le conseil départemental des jeunes. Effectivement, il y aura un concert de l'orchestre Céphalon du COS qui rassemble des élèves de l'unité d'enseignement externalisé du collège du COS et des élèves des établissements médico-sociaux La Lande des Fonds-Graves. Donc ce sera à 15h, puisqu'on a 2 jeunes qui participent à ce conseil des jeunes et que c'est leur fin de mandat. Donc ça, ce sera le 27 mai en préambule. Et puis nous, on a décidé de mettre la lumière sur plusieurs actions tout au long de la semaine des actions de l'éducation nationale en lien avec le handicap. Le 1er juin, on va mettre en lumière l'unité localisée pour l'inclusion scolaire de Boé, qui fait un lien intergénérationnel avec la MARPA et donc des ateliers qui se font à Boé. Le 2 juin, à Collège Germillac, on a l'unité d'enseignement externe qui va proposer sur la pause méridionale des ateliers de sensibilisation au handicap pour les collégiens en interne. Le 4 juin, on va faire un reportage sur l'ouverture d'une salle bien-être dans une école à Astafort. Et le 5 juin, il y a la signature d'une convention pour l'unité d'enseignement maternel autisme à Villeneuve-sur-Lot, qui est dans une maternelle sur le secteur. Et puis le 6 juin, on sera là aussi avec un stand. Il y aura possibilité de voir une vidéo, un reportage fait par des élèves de l'école de l'ERAC et de l'unité d'enseignement polyhandicap pour le prix national contre le harcèlement. Donc vous voyez qu'il y a d'abord une trentaine de partenaires qui seront présents le 6 juin. Et l'idée, c'est que chacun, que ce soit évidemment la collectivité, la MDPH, mais aussi tous les partenaires, puissent montrer le travail qu'ils mènent pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une fête. Au-delà de fêter les 20 ans, de fêter un bel anniversaire, c'est aussi de faire une fête au travers de toutes les actions qui sont menées par les uns et les autres. Et je le redis, pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap aujourd'hui, même si je le redis, évidemment que c'est perfectible, qu'il faut que l'on continue à travailler tous ensemble pour que la considération du handicap soit la plus complète possible. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie d'avoir pris de l'intérêt à le faire et on vous souhaite un bon avenir et on sera présent bien sûr le 6 juin. Ça j'imagine bien. Avant de clôturer cette émission, il me reste plus qu'à vous inviter ce samedi 6 juin à l'hôtel du département entre 10h et 18h pour célébrer les 20 ans de la MDPH. Une journée qui s'annonce haute en couleurs, inclusive et gratuite. Tout le monde est invité et plus on est différent, plus on est invité. Plus d'informations sur le site internet www.lot-et-garonne.fr. À bientôt.
C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine, Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.